Alors, bonjour tout le monde. Je suis Hervé Prince-Abogin. Je suis directeur de l'Observatoire de la francophonie économique. Et je suis très heureux de vous accueillir à l'Observatoire aujourd'hui pour le premier webinaire de la série de webinaires que nous avons initié avec le Centre de développement de l'OCDE. Comme vous savez, l'Observatoire de la francophonie économique, qui est basé à l'Université de Montréal, nous avons mis en place une plateforme de données où nous produisons toute une série de données macro et microéconomiques sur la francophonie économique, sur les enjeux de développement économique. Et nous avons le plaisir de nouer un partenariat avec l'OCDE qui sera avec nous dans cette série de webinaires pour discuter de différents enjeux de développement économique dans l'espace francophone. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Bathilde Missika qui va présider le panel. Madame Missika est chef de la division du développement inclusif et des partenariats au Centre de développement de l'OCDE. C'est une experte de toutes les questions liées à l'inclusion financière et elle aura le plaisir de diriger ce panel aujourd'hui. Et donc, je lui laisse la parole, Madame Missika. Merci infiniment, Monsieur Agbodjan-Prince, et bienvenue à tous au nom de l'OCDE, du Centre de développement, mais aussi de l'OFE. Nous sommes absolument ravis de ce partenariat. Alors, laissez-moi vous dire d'abord quelques mots avant que je vous présente nos distingués panélistes sur le sujet qui nous anime. Donc, bien sûr, je pense que c'est plus un secret pour personne, l'inclusion financière est centrale. C'est un levier essentiel pour le développement socio-économique en Afrique et notamment en Afrique francophone. Je vous rappelle que 57% des adultes dans les pays francophones d'Afrique sont hors du système financier formel, notamment en milieu rural et au sein des groupes vulnérables. Euh, Cela cache l'accès limité au crédit, le coût élevé des transactions et surtout la faible culture financière qui freine l'adoption des services financiers. Du côté, si on regarde un petit peu de manière plus genrée, parmi les titulaires de comptes bancaires en Afrique de l'Ouest, 39% sont des femmes et dans toute l'Afrique, 39% des hommes et 28% des femmes ont un compte bancaire. Mais dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest sur 15, donc un tiers, il y a des lois informelles qui créent des droits ou des capacités différentes entre les femmes et les hommes en matière d'accès au crédit. Donc en Afrique, cette proportion concerne 23 pays sur 54, soit 42%. Donc il s'agit aussi d'une question genrée. Ça, ce sont des données du SIGI que produit l'OCDE. Et donc, nous allons nous tourner vers nos experts. Tout d'abord, nous aurons une présentation d'une note stratégique de M. Fambara Hachi, qui est docteur en économie et un expert à l'OFE. Mais nous accueillerons ensuite pour un panel Jason Gagnon, un de mes collègues et docteur en économie à l'OCDE, Michel Diop, directrice du Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de développement international Desjardins, le professeur Babacar Sen, conseiller technique du gouvernement du Sénégal, et Andrea Bomo, entrepreneuse, fondatrice de Anne et Ellie. Donc, je vais me tourner sans plus attendre vers Monsieur Hachi qui va nous présenter un petit peu, qui va cadrer la discussion à partir de cette note de l'OFE. La parole est à vous. Alors, vous me recevez? Alors, merci beaucoup à Madame Bathilde Missika, chef de division à l'OCDE, de me passer la parole. Je suis ravi de participer à ce webinaire et d'échanger avec vous sur un enjeu crucial, la dynamique de l'inclusion financière en Afrique francophone. La forte mobilisation en ligne témoigne de l'intérêt grandissant pour cette thématique. Un grand merci également à toutes celles et ceux qui nous suivent. Votre engagement serait précieux pour enrichir nos échanges.
L'inclusion financière est un levier de transformation économique et sociale. Pour illustrer cette idée, permettez-moi de citer ce célèbre scientifique Archimède qui disait « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Cette phrase résume bien notre défi. Comment créer ces points d'appui qui permettent aux entreprises d'accéder aux services financiers, de se développer et de contribuer pleinement à l'économie. Ensemble, ces leviers. Quelles solutions, quelles innovations et quelles stratégies peuvent accélérer l'accès aux services financiers et en faire un durable en Afrique francophone? Sans plus tarder, je m'en vais vous partager la présentation de ce jour. Alors, le thème de notre présentation à ce webinaire est intitulé « Dynamique de l'inclusion financière dans les pays d'Afrique francophone ». Alors, permettez-moi de me présenter. Je suis Dr Achi Kokou Fambari, économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Kara et expert associé à l'Observatoire de la francophonie économique. Alors, pour commencer ce webinaire, permettez-moi de définir ce que c'est que l'inclusion financière. Il y a eu plusieurs définitions qui ont soutenu cette thématique-là, selon les auteurs, selon l'institution. Mais à l'OFE, nous définissons l'inclusion financière comme l'accès universel et permanent des individus et des entreprises à une gamme diversifiée de produits et services financiers, tels que les transactions, les paiements, l'épargne, le crédit et l'assurance. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous faisons un constat par rapport à la répartition spatiale de l'inclusion financière dans le monde. Et donc, cette carte nous montre vraiment des inégalités en termes régionaux. Par exemple, l'Amérique du Nord est en tête en termes d'inclusion financière et a jusqu'à 98% du taux d'inclusion financière, suivi de l'Europe qui est à 115%, l'Asie et l'Amérique du Sud enregistrent un taux d'inclusion financière de 60%, l'Océanie est à 105%, mais malheureusement, l'Afrique a un taux d'inclusion financière en bas de 45%. Et donc, cela vraiment crée un souci. Alors, en Afrique subsaharienne principalement, selon les données de la Banque mondiale, 57% des adultes sont encore exclus. Et donc, la situation est particulièrement prononcée chez les femmes et les populations rurales. Quand nous prenons les pays du Sahel, par exemple le Niger et la Guinée, là-bas, le taux d'inclusion financière est encore très élevé. Moins de 20% de la population ont accès aux services financiers. Par contre, en Europe francophone, l'inclusion financière est largement acquise. Mais cependant, il y a des poches de vulnérabilité et on les constate chez les migrants et les jeunes. Alors, nous savons tous que l'inclusion financière est essentielle pour réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique. Ça, c'est l'ONU qui le dit dans ses objectifs de développement durable, notamment l'ODD 1 et l'ODD 8. Mais cependant, malgré l'importance de l'inclusion financière, il y a des disparités régionales entre les zones. Et donc, ces disparités-là soulignent des défis uniques à relever, notamment les défis en termes d'accès aux services financiers, des défis en termes de proposition des services financiers adaptés aux besoins locaux, des défis liés à l'accessibilité pour les groupes vulnérables. Alors, l'objectif de la note stratégique qui a été publiée sur les pages de l'OFE, que tout le monde peut aller visiter, est d'abord d'analyser l'évolution de cette inclusion financière-là de 2011 à 2022. On s'est arrêté à 2022 parce que la base de données disponible de la Banque mondiale, la dernière base était limitée à 2022. Donc, ils sont en train d'actualiser les données. Donc, lorsque la base sera actualisée, l'OFE aussi va actualiser progressivement ses analyses. Alors, donc, la deuxième objectif de ce webinaire, c'est de faire ressortir les disparités en termes de genre et de localité. Alors, pour ce faire, nous avons utilisé une méthodologie multidimensionnelle. C'est-à-dire que dans la littérature, les auteurs utilisent certaines dimensions pour approximer l'inclusion financière. D'autres utilisent par exemple l'accès au compte bancaire, l'ouverture d'un compte en banque, mais cela cache vraiment beaucoup d'importance, puisque quelqu'un peut avoir un compte bancaire et ne pas l'utiliser. Et donc, nous sommes allés au-delà de la manière dont est captée l'inclusion financière dans la littérature. Donc, nous avons opté pour la
conception d'un indice synthétique de l'inclusion financière. Et donc, nous avons utilisé les données de la Banque mondiale. Et donc, nous avons utilisé 3 dimensions pour pouvoir calculer cet indice. Donc, parmi les 3 dimensions, il y a les indicateurs tels que l'accès. Et donc, là-bas, nous avons utilisé le nombre d'agences bancaires pour 100 000 habitants. Et à l'utilisation, et là-bas, nous avons tenu compte de la proportion de la population ayant contracté un crédit ou utilisé l'épargne. Et enfin, la qualité, l'indicateur qualité, où nous avons utilisé, par exemple, la satisfaction des clients par rapport au coût de transaction. Et donc, une fois que ces indicateurs ont été choisis, nous avons normalisé ces indicateurs-là pour que le score soit comparable et ça soit compris entre 0 et 1. Et ensuite, nous avons normalisé par la formule qui est projetée là. Et enfin, nous avons utilisé une méthode d'agrégation pondérée. Il y a plusieurs méthodes de calcul des indices, mais nous avons choisi plutôt la méthode d'agrégation pondérée. Et à la fin, nous avons obtenu des résultats que vous pouvez consulter dans la note stratégique publiée au niveau de la page LOFE. Mais en tout état de cause, comment on explique les résultats? Lorsque, étant donné que l'indice est compris entre 0 et 1, lorsque l'indice est proche de 1, on dira que ce pays a une inclusion financière élevée. Et lorsque l'indice est proche de 0, on dira que l'indice financier est faible. Alors, quand nous essayons de discuter ces résultats, nous prenons par exemple les régions, 4 régions. Il y a la CEMAC, l'UEMOA, les pays du Maghreb francophone, l'Europe francophone et le Canada. Donc ici, cette représentation graphique-là fait ressortir les indices de 2011, 2017 et de 2022. Donc, nous voyons une progression générale pour tous ces pays. Quand nous prenons les pays de la CEMAC, le taux d'inclusion financière qui était de 0,2 en 2011 est passé à 0,4 en 2022. Vous voyez, quand nous prenons les pays, la zone UEMOA, l'indice qui était de 0,3 en 2011 est passé à 0,5 en 2022. Les pays du Maghreb, l'indice qui était de 0,4 en 2011 est passé à 0,6. Et enfin, les pays de l'Europe francophone et le Canada, l'indice qui était 0,9 en 2011 est passé à 0,91 en 2022. Et donc, pour ces pays, il y a vraiment un niveau avancé d'inclusion financière. Mais par rapport à la CEMAC, à l'UEMOA et au Maghreb, il y a beaucoup, la progression est lente et il y a beaucoup d'efforts à déployer. Mais l'analyse selon la zone géographique casse des disparités. Donc, c'est pour cela que nous avons opté pour faire des analyses en termes pays. D'accord? Et donc, quand nous prenons par exemple la zone CEMAC, et nous avons essayé de calculer les indices par pays. Et l'observation que nous pouvons voir ici, c'est qu'il y a certains pays dans la CEMAC qui ont un taux d'inclusion financière élevé. Par exemple, le Gabon qui est en tête avec 0,5 en 2022 et la République centrafricaine qui est à la traîne avec un taux d'inclusion financière de 0,3. Donc, il y a le Tchad, ensuite le Congo, le Cameroun, ainsi de suite. Donc, cet exercice-là a été fait pour toutes les zones, que ce soit la zone UEMOA, la zone Maghreb francophone, Europe, et donc cela peut être consultable dans la note stratégique complète. Alors, cet indice-là, qu'est-ce que ça cache en réalité? Quand on compare la zone CEMAC à la zone UEMOA, nous voyons que la zone CEMAC est très en retard. Et donc, les facteurs qui limitent vraiment l'inclusion financière dans la zone CEMAC, c'est qu'il y a un accès restreint aux services financiers, d'accord? Il y a les infrastructures financières qui sont peu développées. Il y a l'adoption limitée des innovations comme le mobile money et les fintech. Alors, l'analyse par pays aussi cache des disparités. Donc, nous sommes allés en profondeur pour voir un peu la disparité entre les genres, pour voir quelle est la proportion de l'inclusion financière des hommes et quelle est la proportion de l'inclusion financière des femmes. D'accord? Et donc, cette représentation graphique pour l'Amérique du Nord et l'Europe montre qu'en réalité, dans ces pays-là, il n'y a pas trop d'écart. L'écart est minime. Vous voyez? Et donc, c'est les facteurs qui soutiennent ce succès-là, c'est les politiques publiques qui sont efficaces et les infrastructures numériques physiques qui sont avancées. Quand vous prenez par exemple l'Europe, vous voyez que le taux d'inclusion financière chez les femmes, c'est 49,6%, tandis que chez les hommes, c'est 50,4%. De la même chose, en Amérique du Nord, pour les femmes, le taux est à 49,8% et chez les hommes, à 50,2%. Donc, il n'y a pas vraiment d'inégalité. Mais quand nous prenons les zones géographiques telles que l'UEMOA et la CEMAC, nous voyons vraiment la disparité. Vous voyez? Par exemple, quand nous prenons les deux zones-là, chez les hommes, le taux d'inclusion financière est compris entre 60 et 108, mais chez les femmes, c'est compris entre 32 et 40. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des fossés. Et donc, vraiment, il y a une marginalisation des femmes qui est liée à l'éducation, à une faible éducation financière des femmes.
et à une prédominance des femmes là, dans le secteur informel. D'accord? Alors, quand nous faisons les mêmes exercices dans la zone du Maghreb, vous voyez, là-bas, l'écart est encore très grand. Par exemple, chez les femmes, le taux d'inclusion financière est à 27%. C'est très faible. Alors que chez les hommes, elle se situe à 73%. Et donc, là-bas, quand nous prenons les pays comme la Mauritanie, pratiquement les femmes ne travaillent pas à cause de la religion. Parce que souvent, c'est l'homme qui doit aller à la fin chercher de l'argent, de quoi nourrir la famille. Donc, la femme doit être à la maison. Vous voyez, donc ça fait, par exemple, le taux d'inclusion financière en Mauritanie est très faible. Ça avoisine les 0,1%. Vous voyez. Et donc, quand on fait les calculs, fait la moyenne de la zone, vraiment, ça a un impact négatif. Alors, de manière générale, de manière globale, quelle leçon on peut retenir? C'est que dans les régions développées, l'inclusion financière est quasi universelle. Ça avoisine les 100%. Alors que dans les régions en développement, il y a vraiment des défis en termes structurels et en termes culturels. Et l'écart vraiment est très profond entre les femmes et les zones rurales. Alors, l'analyse en termes de genre n'est pas suffisante. Donc, nous sommes allés au-delà en tenant compte de la tranche d'âge pour voir quel âge, en réalité, est marginalisé par cette inclusion financière-là. Alors, cette représentation graphique-là montre que plus l'âge évolue, plus l'inclusion financière évolue. Donc, il y a une relation positive entre l'âge et l'inclusion financière. Donc, l'effet frappant ici, c'est les jeunes de 15 à 19 ans. Nous voyons que cette tranche d'âge-là, pour les femmes, le taux d'inclusion financière est à 3%, alors que pour les hommes, c'est 7%. Et donc, les obstacles vraiment qui expliquent cela, c'est l'inactivité de cette tranche d'âge-là et vraiment la restriction au niveau de l'ouverture des comptes. Et dans la tranche 20-39 ans, il y a une faible éducation financière et la prédominance du secteur informel. Alors, tout ceci nous amène à faire ressortir un peu de manière globale les facteurs, c'est-à-dire les déterminants de l'exclusion financière. Et lorsque nous avons fait la représentation graphique, lorsque nous avons fait les calculs, nous sommes rendus compte que le premier obstacle de l'inclusion financière en Afrique francophone, c'est le manque de moyens financiers. Vous êtes d'accord avec moi que dans les pays francophones, vraiment, il y a une précarité économique et les revenus sont faibles. Donc, plus de 81% des individus, des Africains francophones, disent que le fait qu'ils ne sont pas inclus est dû parce qu'il y a un manque de moyens financiers. Donc, le deuxième déterminant, ne serait-ce qu'un compte manqué, on vous demande un solde initial. L'ouverture, c'est à 5 000 et vous devez déposer un montant minimal équivalent à 10 000. Combien de se font là en Afrique? Donc, ça aussi, c'est un frein à l'inclusion financière dans les pays. Alors, le troisième obstacle, c'est le manque de documents officiels. Donc, ça aussi, ça fait office des déterminants de l'exclusion financière. Et donc, ça affecte 8% de la population. Et en quatrième position, il y a la distance vis-à-vis des institutions bancaires. Souvent, dans les zones rurales, il n'y a pas d'institutions financières, même les IMF, il n'y en a pas. Et donc, les populations rurales sont laissées pour compte. Et enfin, l'obstacle est la confiance vis-à-vis des banques. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas confiance en banque. Et il y a aussi les croyances religieuses qui font basculer les gens dans l'exclusion financière. Donc, tout ceci, quelles recommandations nous pouvons faire à l'endroit des particuliers, à l'endroit des PME et à l'endroit des zones géographiques? Alors, pour les particuliers, nous recommandons tout simplement de créer des programmes de subvention et de soutien. D'accord? Il y a certaines institutions financières qui n'octroient pas facilement les crédits parce que eux-mêmes, ils ont prêté de l'argent qu'ils doivent rembourser. Et donc, si l'État arrive à faire des programmes pour pouvoir soutenir les institutions financières, en vue qu'eux aussi, ils octroient facilement les demandeurs, les pauvres au service financier, ça serait un pas vers l'avant. La deuxième recommandation, c'est d'élargir les réseaux d'agences bancaires, surtout dans les zones reculées. Vous voyez, c'est dans certains villages, il n'y en a pas. Si les banques ne peuvent pas s'implanter là, on peut utiliser les services en ligne, par exemple les fintech, le mobile money, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et la troisième recommandation, c'est de promouvoir les services financiers numériques. La quatrième, c'est de réduire vraiment l'écart entre les genres en mettant en place des initiatives spécifiques pour améliorer l'accès des femmes et des jeunes aux services financiers. Et cela peut se passer par les efforts en éducation financière pour ces groupes ciblés-là. Alors, pour les PME, quelles recommandations nous faisons? C'est de créer des fonds de garantie pour les prêts.
D'accord? Parce que souvent, les PME, quand ils sollicitent de l'argent, on leur demande des garanties, alors que c'est des PME petites et moyennes qui viennent de se naître. Donc, il faut vraiment une structure pour les soutenir en termes d'assurance crédit comme garant. Et donc, cela peut inciter les PME vraiment à obtenir facilement le crédit. Alors, il faut aussi simplifier les procédures de crédit parce qu'en Afrique, c'est tellement lourd. Pour une demande, vous pouvez taper jusqu'à 2 semaines, 1 mois. Des fois, même, on va vous demander de compléter certains dossiers, vous-même serez découragé. Alors, ce que nous recommandons aussi pour les PME, PMI, c'est de promouvoir l'éducation financière. Vous voyez, à travers les programmes de mentorat et de services conseils, d'encourager l'innovation financière en soutenant des initiatives comme la finance participative et des partenariats avec les fintechs. Alors, pour les zones spécifiques et par région, dans la zone UMOA, certes, l'inclusion financière évolue de manière acceptable, mais il y a des défis en termes de numérisation. Donc, il faut accélérer la numérisation et de renforcer les programmes d'éducation financière, de réduire les disparités entre les gens et les tranches d'âge. Et dans la zone SEMAC, là où il y a vraiment le problème, c'est de renforcer vraiment les infrastructures financières, de mettre l'accent sur les programmes de littératie financière pour les jeunes et les femmes. Et enfin, pour la zone du Maghreb, de favoriser l'adoption des technologies bancaires numériques pour une inclusion large et efficace. Alors, merci beaucoup, chers panélistes. Merci beaucoup, chers tous ceux qui sont connectés en ligne. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et donc, je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Hachi. Nous prendrons les questions à la fin et vous pouvez bien sûr les mettre sur le chat. Nous vous encourageons à le faire parce qu'ensuite nous ferons remonter les questions et ça permettra aussi d'avoir une discussion avec nos panélistes. Avant que j'ouvre le panel, c'était passionnant et merci d'avoir présenté cette note. Donc vous avez vu qu'il y a de fortes disparités régionales. Les facteurs de succès sont multiformes. Donc, on est là sur un problème multidimensionnel qui a aussi des leviers économiques, mais aussi de normes sociales et de gouvernance. Évidemment, les populations marginalisées sont, comme trop souvent, les femmes, les jeunes, et on voit une disparité de genre d'ailleurs assez frappante dès l'adolescence. Et donc, on a bien noté qu'il fallait se pencher sur le manque de moyens financiers, qui est une des causes principales de cette exclusion des systèmes financiers, de leurs coûts élevés, bien sûr du manque de documents officiels, mais aussi de normes sociales, parce que bien sûr, la masculinité dominante va faire que les femmes, c'est l'homme qui décide de l'utilisation des finances, c'est l'homme qui possède le titre de propriété et donc qui a aussi la gestion des finances familiales. L'informalité n'aide pas et donc nous allons, pour nous pencher et déplier davantage ces drivers, nous tourner vers nos experts. Donc, sans plus attendre, je me tourne vers Jason Gagnon. Donc, Jason, tu as travaillé sur la question de l'inclusion des jeunes en Afrique. Selon toi, comment est-ce que le système éducatif et le développement des compétences, donc les skills, peuvent favoriser l'inclusion des jeunes en Afrique, notamment en matière d'éducation financière? Donc, en d'autres termes, est-ce que l'école et les compétences peuvent faire un effet d'accélérateur? Et enfin, quel lien vois-tu entre les phénomènes migratoires, qui sont essentiellement, on le rappelle, intra-régionaux, y compris l'utilisation des transferts de fonds, donc en anglais les remittances, et l'inclusion financière? The floor is yours. Merci beaucoup Bathilde et je remercie aussi Monsieur Hachi pour une note hyper intéressante et pertinente dans le moment. Évidemment, l'inclusion financière est un pilier essentiel du développement économique et social, comme vous l'avez déjà dit. Et, elle se définit non seulement comme l'accès, mais l'accès équitable à des services financiers utiles et abordables. Et il s'agit de plein de différents services. Ça peut être les comptes bancaires, les crédits, les assurances, les moyens de paiement. Et comme M. Hachi l'a présenté, en Afrique, l'accès demeure assez limité pour une grande partie de la population, et en particulier les zones rurales et certaines populations vulnérables.
Bathilde, vous avez aussi soulevé le cas que environ, pas environ, plus de 40% des adultes en Afrique subsaharienne possèdent un compte bancaire, ce qui veut dire que plus que la moitié n'en possède pas. C'est un chiffre qui est en progression, mais qui reste très inférieur à la moyenne mondiale pour complémenter un peu ce que nous a dit M. Hachi. Et cette exclusion financière est à partie due à des infrastructures bancaires insuffisantes, à des coûts élevés aux services financiers, à un manque de confiance envers les institutions financières, pour résumer un peu ce que M. Hachi nous a dit. Ce que j'aimerais mettre, sur quoi j'aimerais mettre l'action, c'est le taux, ce que j'appelle l'alphabétisation numérique en Afrique, qui reste très faible et qui limite l'adoption des services financiers numériques qui sont pourtant essentiels pour combler ce fossé d'inclusion financière. Et cette numérisation joue un rôle clé dans cette transformation au travers des paiements mobiles en particulier, qui ont permis d'atteindre des millions de personnes auparavant qui étaient exclues du système financier. On l'a vu accélérer durant la pandémie de la COVID, puisqu'on n'avait plus accès à des services en personne. Un exemple qui est très connu, c'est l'exemple d'M-Pesa au Kenya. Il y en a plein d'autres qui se sont développés depuis, mais c'est un exemple très emblématique qui a plus de 50 millions d'utilisateurs dans plusieurs pays africains. Alors, les bonnes pratiques en matière d'inclusion financière, historiquement et traditionnellement, il y a eu la microfinance. Ensuite, cette digitalisation, la numérisation des services financiers a ouvert plein de nouvelles opportunités par des plateformes de paiement mobile qui permettent d'effectuer des transactions sans avoir besoin d'un compte bancaire traditionnel. Et j'aimerais aussi rajouter que les chiffres qui nous ont été présentés, ils cachent peut-être des sur- ou des sous-estimations dues à ces plateformes numériques qui existent de plus en plus. Il y a aussi de plus en plus de partenariats entre les gouvernements, les institutions financières et les entreprises technologiques qui permettent de développer des solutions innovantes dans cette ère de numérisation, comme les banques numériques et les programmes de subvention digitale pour les populations vulnérables. Donc, comme vous me l'avez posé, j'aimerais bien parler du rôle de la littératie financière et de la numérisation. Donc, l'accès aux services financiers ne suffit pas. Encore faut-il que les populations sachent comment les utiliser efficacement. La littératie financière et la formation aux outils numériques sont indispensables pour garantir une adoption durable de ces services. Et les programmes de formation financière permettent aux individus de mieux gérer leur argent, d'épargner et d'investir intelligemment. De plus, cette numérisation peut réduire les coûts de transaction et je vais en revenir avec les transferts de fonds des migrants où les coûts restent très élevés. Et ils améliorent aussi leur accessibilité. Toutefois, la transition vers cette ère numérique pourrait également creuser des inégalités. Je pense que c'est important de le souligner entre ceux qui ont accès aux technologies et ceux qui sont exclus, d'où la nécessité d'initiatives visant à renforcer les compétences numériques, en particulier dans les zones rurales. Les zones rurales sont souvent les plus touchées par l'exclusion financière en raison du manque d'infrastructures bancaires. M. Hachi l'a souligné aussi. Or, les solutions numériques comme les banques mobiles et les agences bancaires itinérantes, par exemple, peuvent surmonter ces obstacles et fournir aux populations rurales des services adaptés à leurs besoins. Par ailleurs, les migrants et les familles jouent un rôle fondamental dans l'économie africaine. Comme vous l'avez dit, plus de la moitié des migrants africains résident sur le continent et jusqu'à 80% des réfugiés africains restent en Afrique. Donc, les transferts de fonds des diasporas représentent une source de revenus cruciale pour les millions de foyers. Pourtant, les coûts élevés et les obstacles réglementaires entravent leur plein potentiel. Faciliter donc l'accès aux services financiers pour ces populations permettrait non seulement de réduire ces coûts, mais aussi d'encourager l'investissement et le développement économique local. J'aimerais, pour finir et conclure, mettre vraiment l'accent sur trois groupes marginalisés.
le premier, c'est les jeunes. Vous m'avez posé la question directement sur les jeunes. L'Afrique est un continent le plus jeune du monde, avec environ 60% de sa population âgée de moins de 25 ans. Son taux de chômage des jeunes reste alarmant, atteignant plus de 30% dans certains pays. Et beaucoup de jeunes sont désillusionnés par le manque d'opportunités économiques et la difficulté d'accès au crédit et aux services financiers. Cependant, ils représentent une force d'innovation et d'adaptation aux nouvelles technologies. On a démontré dans les chiffres de M. Hachi le taux faible d'inclusion financière. Or, les jeunes sont les plus aptes à adopter les nouvelles technologies et la numérisation du service financier qui se développe en Afrique. Donc, l'éducation financière et numérique est essentielle pour intégrer les jeunes au système financier formel, alors qu'environ 12% des jeunes africains possèdent un compte d'épargne formel, un taux bien inférieur à celui d'autres régions pour les mêmes jeunes. Donc, la numérisation offre une opportunité unique d'améliorer cet accès. Donc, en investissant, premièrement, en investissant avec des programmes de formation financière adaptés, nous pouvons leur fournir des compétences nécessaires pour entreprendre et gérer leurs revenus et investir dans leur avenir. Le deuxième groupe, c'est les migrants. Donc, les migrants, il faudrait-il faciliter l'accès aux services financiers pour ces groupes aussi? Comme Baptiste l'a mentionné, plus de la moitié des Africains restent sur le continent, 80% des réfugiés africains sont dans d'autres pays africains. Pourtant, ces populations font face à des obstacles majeurs à l'inclusion financière, notamment en raison du manque de documentation, des frais élevés et un accès limité aux infrastructures bancaires. Dans un deuxième temps, les transferts de fonds, donc les familles qui reçoivent les transferts de fonds des migrants, constituent un moteur de développement qui représente plus de quasiment 100 milliards de dollars envoyés en Afrique chaque année. Cependant, une grande partie de ces fonds transitent encore par des canaux informels. Donc, en facilitant l'ouverture de comptes bancaires pour les migrants et en promouvant les transferts numériques et en adaptant les services financiers à leurs besoins, nous pouvons réduire les coûts de transaction et maximiser l'impact des transferts sur le développement local. Donc, une inclusion financière plus élevée favorisera une meilleure utilisation des fonds envoyés et donc stimulant aussi la croissance économique et les investissements productifs. Et finalement, j'aimerais parler rapidement des femmes et donc le besoin de lever les barrières à l'inclusion financière. Malgré leur rôle central dans l'économie africaine, les femmes restent largement sous-représentées dans le système financier formel. Elles sont 20% moins susceptibles que les hommes de posséder un compte bancaire et rencontrent des obstacles supplémentaires tels que les normes sociales restrictives qui a été mentionné, un accès limité à la propriété foncière et un manque de formation financière, encore une fois. Or, lorsque les femmes ont accès aux services financiers, elles investissent davantage dans l'éducation, dans la santé et dans l'entrepreneuriat, générant ainsi un impact positif sur leur famille et aussi sur leur communauté. Il est donc crucial de développer des produits financiers adaptés aux besoins des femmes, de promouvoir leur autonomisation économique et de renforcer leurs compétences financières et numériques. Le mobile money, donc la numérisation, joue un rôle clé dans ce processus. Selon un rapport sur l'industrie du mobile money, le nombre de services mobiles offrant des options d'épargne est dépassé de 39% en 2022 à 44% en 2023. Donc, c'est une croissance pour les femmes. De plus, cette numérisation permet davantage aux femmes africaines d'épargner que les services financiers traditionnels. Juste un exemple, au Sénégal, seulement 6% des femmes utilisaient une banque classique pour épargner en 2021, alors que près de 4 fois plus de femmes optaient pour ce mobile money, donc la numérisation des systèmes banquiers. Mon tout dernier point, c'est tout ça dans un contexte en Afrique extrêmement informel. Donc, l'économie informelle représente environ 80% de la main-d'œuvre dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne.
Ces travailleurs sont souvent exclus des systèmes bancaires et de protection sociale. Ils rencontrent des difficultés pour sécuriser leur épargne, accéder au crédit et se prémunir contre les chocs économiques. Aujourd'hui, environ 400 millions d'Africains n'ont pas accès aux services bancaires, comme on l'a dit, ce qui l'empêche de stocker leur argent en toute sécurité et de bénéficier d'opportunités économiques. Donc, sans accès aux services financiers formels, beaucoup doivent conserver leurs gains, par exemple, dans une boîte en métal sur lit pour être un peu plus concret, les rendant non seulement vulnérables au vol, mais aussi aux pertes invisibles et aux prêteurs potentiels. Donc, l'inclusion financière des travailleurs informels passe par la création de produits adaptés comme des comptes d'épargne simplifiés, des assurances flexibles et des microcrédits accessibles. De plus, la numérisation, encore une fois, peut jouer un rôle clé en facilitant les paiements mobiles et les plateformes de microfinance, permettant ainsi aux travailleurs informels de mieux gérer leurs finances et d'améliorer leur stabilité économique. Donc voilà mes premiers propos par rapport à la note stratégique de M. Hachi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason. Alors, d'avoir aussi bien et aussi clairement déplié le sujet pour nous. Donc, on voit bien qu'on a besoin d'interventions différenciées et à beaucoup de niveaux. Et Jason, tu as parlé aussi de plein d'acteurs différents. Donc, là, il s'agit effectivement d'un sujet multidimensionnel qui va mobiliser différentes parties prenantes et encore une fois avec des approches différenciées, ce qui nous amène parfaitement, nous permet de nous tourner vers Michel Diop pour avoir un focus un peu plus communautaire. Michel, en tant que vous représentez un groupe financier coopératif engagé dans le développement des communautés, le mouvement Desjardins et Développement International. Vous accompagnez vos membres et clients vers une plus grande autonomie financière. Donc d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic qui a été posé par M. Hachi et complémenté par Jason Gagnon? Et quel est l'apport de développement international Desjardins, tant en Afrique de l'Ouest qu'au-delà, en tant que précurseur de l'inclusion financière? La parole est à vous. Merci beaucoup, Bathilde. Merci. Merci à l'Observatoire de la francophonie économique pour avoir organisé cette rencontre et toutes mes félicitations à M. Hachi pour cette note qui est très claire et pertinente et qui reprend bien la vision globale ainsi que les enjeux de la microfinance et de l'inclusion financière en Afrique francophone. Je partage tout à fait les conclusions qui sont ressorties de la note partagée par M. Hachi et celles-ci vraiment sont complètement alignées avec ce que nous rencontrons aujourd'hui tous les jours sur le terrain au niveau des communautés et dans l'implémentation des programmes que nous déroulons en Afrique et un peu partout dans le monde, dans les pays développés. Donc, je vais revenir un peu sur le rôle et ça me fait plaisir de voir cette évolution de l'inclusion financière, en particulier dans la zone UEMOA, avec un taux d'inclusion qui passe de 0,3 à 0,515 en une dizaine d'années. Ça me fait plaisir de le voir parce que ça démontre qu'il y a une efficacité des efforts qui ont été déployés à différents niveaux, aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau des organisations comme DID qui œuvrent sur le terrain pour mettre en œuvre des programmes qui vont permettre de faciliter l'accès à des femmes, à des jeunes, à des populations qui sont exclues des systèmes bancaires, d'avoir accès à des services financiers et de pouvoir se développer. Donc, DID, comme vous l'avez dit, a profité de l'expérience du mouvement Desjardins pour pouvoir partager cette expérience au niveau international. Et l'une des premières interventions de DID a été en Afrique en 1970 au niveau du Burkina Faso. Et donc, l'idée, c'était vraiment de partager l'expérience du mouvement Desjardins dans les milieux coopératifs et de pouvoir le reprendre, bien entendu, en tenant compte des contextes spécifiques qui sont dans les pays d'intervention. Donc, à partir de là, plusieurs actions ont été menées, des projets ont été mis en place sur la base de ce modèle coopératif. Et aujourd'hui,
DID peut par exemple dire à contribuer à la création, à la mise en place et au renforcement des principaux réseaux de microfinance qui se développent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et qui proposent des services financiers à des milliers, des millions de personnes à travers la sous-région. Il faut savoir aussi que DID a contribué de façon significative à l'avènement de la première loi régissant l'activité de microfinance dans la zone UEMOA. Ça, c'était en 1998. Il s'agit de la loi PARMEC, parce qu'en fait, il s'agissait aussi de pouvoir mettre en place un cadre juridique pour les systèmes financiers décentralisés qui leur permettrait de se développer dans les pays de l'UEMOA, tout en protégeant les populations pour lesquelles elles étaient censées intervenir. Et donc, cette loi a permis d'introduire des mécanismes de régulation pour garantir la stabilité et la fiabilité des institutions de microfinance dans la région. Et cette loi, c'est toujours elle qui continue d'être active, même si elle fait l'objet d'évolution, bien sûr, en tenant compte de l'évolution de la pratique et des contextes. Donc, cette loi évolue de façon très positive et dernièrement, il y a eu des changements significatifs qui ont été faits, toujours dans le sens de la protection du consommateur et du bénéficiaire final pour éviter que ces derniers ne soient victimes d'un système. Je voudrais également donc revenir un peu sur ce point où vous parliez de l'inégalité entre les femmes et les hommes dans l'accessibilité à l'inclusion financière. Et c'est effectivement un des constats, des premiers constats qui a été fait par DID lorsqu'ils ont commencé des interventions en Afrique en particulier, en Asie et également au Maghreb. Donc, c'était vraiment cet écart important entre les genres dans l'accessibilité. Et donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des programmes qui sont implémentés par DID, il est intégré de façon automatique des actions spécifiques pour réduire l'écart à l'accès aux services financiers pour les femmes. Donc, il y a vraiment un travail important qui est mis en place pour lever aussi bien les barrières socioculturelles que vous avez mentionnées, mais également donc, pour permettre de faciliter l'accès aux femmes à ces services financiers, les formaliser, les aider à se formaliser, prendre conscience du travail de soins, pouvoir accéder à des investissements pour consacrer moins de temps, par exemple, aux tâches domestiques qui leur prennent beaucoup de temps et pouvoir, par exemple, aussi aller dans l'entrepreneuriat, car comme le disait Jason auparavant, le fait qu'elles puissent se formaliser, qu'elles puissent avoir accès à des opportunités permet forcément de créer un meilleur développement culturel. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans les politiques de DID, de mettre en avant l'accent sur les femmes, mais aussi sur les jeunes. On l'a vu, la disparité est importante en tenant compte de l'âge et de mettre en place des stratégies spécifiques pour leur permettre d'accéder à des finances, leur permettre de pouvoir explorer leur potentiel et se développer économiquement. Et je pourrais parler peut-être plus tard d'initiatives qui sont faites avec les institutions de microfinance, par exemple, pour y arriver. Merci. Merci infiniment, Madame Diop. Donc, on commence à retrouver un écho entre ce qui a été présenté et ce qui a été exposé, bien qu'on ait des tropismes différents. Et merci d'avoir présenté les actions de DID et aussi leur spécificité au niveau communautaire. Donc, vous avez bien parlé c'est pas du sur-mesure, mais d'approche très différenciée. Donc là, il ne s'agit pas de multiplier les agences bancaires. Vous avez parlé de l'accompagnement notamment des femmes qui sont encore plus dans l'informalité, qui sont marginalisées, qui sont prisonnières du travail domestique non rémunéré, donc très très loin de ces enjeux. Donc un petit peu de les rencontrer là où elles sont. Et donc, je vous en remercie. Et maintenant, on va faire un zoom out du côté politique. Et j'ai le plaisir de me tourner vers le professeur Sen. Donc,
Vous êtes conseiller du ministre de l'économie du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les orientations de la stratégie nationale d'inclusion financière au Sénégal et au niveau régional? Nous, on aimerait savoir du point de vue de la politique, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre de manière plus structurelle afin d'accélérer l'inclusion financière et de pouvoir aussi s'assurer qu'on ne laisse pas sur le côté du chemin les jeunes et les femmes. Je vous en prie, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Missika. Merci à l'OCDE et à l'OFE de m'avoir invité à participer à ce panel qui traite d'un thème vraiment très important pour les pays en développement en général et les pays africains en particulier. C'est vrai que déjà à la lecture de ce qui a été présenté, la note stratégique, avant de revenir sur la stratégie régionale d'inclusion financière qui a été donc adoptée par le Conseil des ministres de l'UMOA en 2016 et les stratégies nationales qui sont donc déclinées à travers les différents pays donc, de la zone. Donc, je voudrais revenir sur les résultats qui ont été présentés et au passage, je tiens à féliciter l'équipe qui a travaillé donc, sur cette note stratégique d'une importance quand même et qui donne des résultats très importants et qui décline aussi voilà, des recommandations qui devraient servir à alimenter des pistes de recherche dans le futur. C'est vrai, l'importance du rôle de l'inclusion financière n'est plus à démontrer. Donc, elle permet non seulement aux populations exclues donc, de pouvoir donc, accéder à des services financiers de base, mais l'inclusion financière même sert aussi également à ceux qui sont déjà inclus à pouvoir diversifier voilà, les services. Donc, en termes d'accès, c'est-à-dire de trouver donc des moyens de diversification. C'est vrai, quand on regarde ce qui a été présenté, notamment à travers la construction de l'indice synthétique, donc c'est un exercice très salutaire et c'est ce qui se fait donc en général, et nous avons bien apprécié la prise en compte des différentes dimensions donc de l'inclusion financière, donc à savoir l'accès, l'utilisation et la qualité de services qui se mesurent aussi à travers donc l'accessibilité prix. Donc quelques commentaires avant de revenir donc à tout ce qui est stratégie régionale et nationale. Donc, quand on regarde au niveau de l'étude, l'étude fait un focus sur le taux de bancarisation. Donc, à un certain moment donné, peut-être la question qu'on peut se poser, donc c'est une question que j'adresse directement à M. Hachi. Est-ce que l'indicateur, par exemple, se base sur le taux de bancarisation strict ou bien le taux de bancarisation élargi? Parce que si vous prenez le cas de l'UMOA, au regard des statistiques publiées par la BCEAO, donc sur son site, donc le taux de bancarisation stricte est évalué à 25%, alors que celui élargi est aux alentours de 47%. Voilà, vous voyez que la différence est énorme, donc je pense que la note gagnerait davantage à apporter des précisions voilà, par rapport à cet indicateur à cet indicateur important. C'est pour cela que quand vous allez au niveau des stratégies nationales et des stratégies régionales, si vous regardez les différents indicateurs qui sont utilisés en général, qui se basent donc sur ces dimensions, accès, utilisation, qualité ou accessibilité, prix, vous voyez que donc il y a des objectifs qui sont fixés donc en termes d'attente et il y a des politiques qui sont mises en place au niveau du secteur financier, mais aussi au niveau des États pour pouvoir atteindre donc ces objectifs. Ce qui me permet de rebondir encore sur donc, la note stratégique, notamment à un certain moment donné, l'équipe fait une différence entre les résultats obtenus dans le cadre de l'Union économique monétaire ouest-africaine et donc la zone CEMAC, et plus précisément à la page 5. Donc, il y a un résultat important qui ressort, qui dit que selon la note, les zones UMOA et CEMAC sont celles où l'inclusion financière reste donc la plus faible. Donc, ça, l'analyse préliminaire des données aurait permis déjà de pouvoir constater ça. Mais je rappelle quand même, il aurait été intéressant donc, de ressortir le taux d'utilisation des services de monnaie électronique. Quand vous prenez les pays de l'UMOA, ce taux a atteint à peu près 55,9% selon les statistiques de la Banque centrale. Et actuellement, le taux d'inclusion financière, si vous prenez les données de 2023,
Donc, le taux d'inclusion financière dans l'UMOA a atteint 72,3% selon les statistiques de la Banque centrale. Donc, il serait bien quand même, même si votre horizon temporel s'arrête à 2022, peut-être voilà, de voir voilà, comment intégrer tout ça. Ça veut dire quand même il y a des politiques nationales d'inclusion financière qui ont été mises en part de part et de même que la stratégie régionale quand même. Donc, toutes ces stratégies-là ont permis quand même voilà, d'atteindre des objectifs qui sont quand même assez importants. Et je souligne aussi sur le plan politique, dans certains pays de l'UMOA, les gouvernements ont mis en place ce qu'on appelle des observatoires de qualité donc, de services financiers qui servent beaucoup, qui aident beaucoup donc les pays voilà, à encadrer donc l'inclusion financière qui joue beaucoup sur les questions d'éducation financière qui ont été abordées donc de part et d'autre, qui sont des questions quand même très importantes. Bon, au niveau des populations qui sont concernées, c'est vrai, le présentateur, de même que nos deux collègues tout à l'heure qui sont intervenus, ont beaucoup insisté donc sur les femmes et les jeunes, mais moi, je vais rajouter une autre catégorie, donc c'est-à-dire les personnes qui souffrent d'un handicap. Parce que les personnes qui souffrent d'un handicap aussi, à mon avis, donc, doivent être de plus en plus voilà, prises en compte dans tout ce qui est voilà, inclusion financière. Et ça, quand même, ça a beaucoup manqué au niveau de cette note stratégique. Donc, je pense que peut-être, donc, en termes de recherche future, il serait important, donc, au niveau des personnes donc, qui sont susceptibles donc, de profiter de l'inclusion financière, voilà, d'inclure aussi ces types de personnes qui souffrent d'handicap, qui aujourd'hui aussi doivent être accompagnées pour être inclus financièrement. Donc, à mon avis, donc, c'est un point important à prendre en compte. Du point de vue toujours de la politique, hein, qu'elle soit une politique nationale, voire une politique régionale, il serait très important quand même d'encadrer les réglementations, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'inclusion financière, il y a de nouveaux acteurs donc, qui sont là, qui interviennent, notamment les fintech et autres. Donc, on a une floraison donc, de fintech qui interviennent aujourd'hui dans le cadre de l'inclusion financière. Il serait important quand même d'encadrer donc le secteur, hein, d'avoir un cadre de consolidation, donc de supervision, hein, que ce soit renforcé, mais aussi qu'il y ait un cadre qui permet de protéger donc les consommateurs donc de services financiers. Voilà un peu les différents points que je voulais aborder, donc en attendant donc les autres discussions. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Sen. Alors, tout d'abord, donc on a vu un petit peu la lumière, des chiffres plus encourageants, plus récents. Mais vous avez aussi mis l'accent voilà, sur les politiques d'inclusion, et je pense que les personnes en situation de handicap, c'est une très bonne suggestion d'ajout. Je vais maintenant me tourner vers Andrea Bomo. Donc, Andrea, vous avez créé votre entreprise afin de répondre à des besoins de santé féminine. Et aujourd'hui, vos produits sont distribués dans 7 pays, notamment en France, aux Antilles et en Afrique. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez du diagnostic qui a été posé et là qui continue à être étoffé? Et surtout, selon votre expérience, quels sont les défis que vous avez rencontrés en matière d'inclusion financière, notamment en ce qui concerne l'utilisation du mobile money, dont on a beaucoup parlé. La parole est à vous. Merci Bathilde et merci à chaque panéliste pour ces partages qui effectivement confirment mon expérience terrain en tant qu'entrepreneur. J'ai effectivement développé mon entreprise dans la commercialisation de produits de santé naturelle pour les femmes, majoritairement en Afrique francophone. Et je peux voir véritablement qu'il y a des disparités entre la zone CEMAC et la zone UOMOA. Notamment au Cameroun, où j'ai commencé à distribuer. Il faut savoir que le mode de paiement principal des clientes, et je parle de clientes entre 30 et 50 ans, donc des femmes qui sont éduquées, qui ont une vie professionnelle, c'est principalement mobile money.
Donc, on utilise principalement Mobile Money, 80% des transactions se font par ce canal et on a un 10% qui va se faire par carte bancaire. C'est très, très minime comparé au nombre, en termes de proportion par rapport aux clients. Et on a aussi, évidemment, des paiements en espèces qui restent très minoritaires compte tenu du fait que les produits et services que je propose sont majoritairement disponibles en ligne, notamment les consultations. Donc, il y a même à travers des plateformes de téléconsultation, vu que j'offre des consultations en Afrique, des moyens de paiement intégrés par Mobile Money. Donc, c'est le moyen de paiement principal, je dirais. Et ce que j'ai remarqué justement entre les deux zones, que ce soit au Cameroun, où j'ai distribue mes produits, et en Côte d'Ivoire et aussi au Sénégal, beaucoup plus récemment, c'est que tout ce qui touche au paiement bancaire, au paiement en ligne par carte bancaire est beaucoup plus développé dans la zone UMOA versus la zone CEMAC. Donc, je le vois notamment en termes de services. Parce que les services se font en ligne, les téléconsultations se font en ligne, donc il faut payer par carte bancaire. Et donc, les clientes me font des retours, certaines de compte bancaire, certaines doivent passer par leur mari ou leur conjoint pour effectuer le paiement. D'autres veulent des alternatives, par exemple le transfert d'argent, que ce soit par les différents services de transfert d'argent pour pouvoir régler. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je rencontre beaucoup moins ce type de retour-là. Il y a des alternatives, bien que le mobile money reste quand même le principal moyen de paiement qui est utilisé dans ces zones-là. Donc, ça a demandé évidemment une adaptation en tant qu'entrepreneur, vu qu'on est habitué à fonctionner par paiement bancaire, tout est centralisé. Donc, ça a demandé à ce que moi, je m'adapte vraiment à ce marché-là parce que c'est véritablement comme ça que les transactions sont faites. Et l'avantage aussi, c'est que maintenant, avec les comptes bancaires, on va dire au Canada, il y a des facilités de connecter son compte avec justement des services de mobile money. Donc, ça permet justement d'effectuer des transferts entre ces différentes plateformes, ce qui a pu faciliter, mais ça a demandé vraiment une adaptation et une éducation aussi de ma part pour pouvoir m'adapter à ces marchés. Donc, c'est ce que je peux partager. Donc, ça rejoint complètement ce que les panélistes ont partagé. Et je vois effectivement aussi une différence au niveau du genre parce que j'ai aussi une clientèle masculine et il y a beaucoup moins de difficultés en termes de paiement quand on a affaire à des hommes. Généralement, ce sont les hommes qui vont avoir des facilités bancaires. Merci infiniment, c'était extrêmement intéressant et je pense parfaitement complémentaire et aussi dans l'ordre dans lequel la discussion s'est déroulée. Je pense qu'il faut aussi retenir l'importance de partir des données et des réalités locales pour adapter, comme vous l'avez fait, pour s'adapter à la fois aux populations auxquelles on s'adresse, mais aussi pour pouvoir permettre d'avoir une plus grande flexibilité du côté des consommateurs et notamment des consommatrices. Donc là, on voit un fort tropisme quand même sur le mobile money et un tropisme aussi genré et probablement des jeunes. Moi, de notre côté du monde, on observe mes ados payer avec leur téléphone, ce qui n'était pas forcément un réflexe, ou ne l'est toujours pas forcément pour certains d'entre nous et certainement pas pour nos parents pour qui c'est nous qui installons les cartes de crédit sur leur téléphone et qui en fait après ne les utilisent jamais. Donc il y a un effet genré, régional, rural et aussi d'âge. Je vais permettre maintenant à Monsieur Hachi de commenter ce qui a été dit. Je suis sûre qu'il bouillonne de réponses et de remarques à ajouter. Donc, Monsieur Hachi, au-delà des commentaires et des ajouts qui ont été faits, des différents points de vue et expériences, qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous sur, selon vous, les innovations que vous avez observées qui ont le plus fort potentiel pour accélérer cette inclusion dans les prochaines années,
est-ce qu'il y a aussi certains exemples que vous voudriez mettre en lumière qui seraient dans desquels il serait intéressant d'apprendre ou à répliquer en les adaptant? La parole est à vous. D'accord, merci beaucoup. Et je remercie tous les panélistes pour le rapport, les observations qui vont nous permettre d'enrichir cette note stratégique. Comme elle est évolutive, nous allons actualiser les données de 2023, 2024 bientôt, parce que nous attendons impatiemment que la Banque mondiale actualise ces données pour qu'on puisse actualiser aussi l'évolution de cette dynamique-là. Alors, par rapport à l'observation du professeur, effectivement, nous avons tenu compte du taux de la bancarisation élargie, au fait, taux d'inclusion financière élargie. Donc, nous avons tenu compte des microfinances et des banques, tout ça là. Sinon, si c'était le taux de bancarisation strict, le taux devait être encore plus alarmant. Ouais, comme le professeur l'a dit, donc c'est le taux de bancarisation élargie, donc y compris les microfinances. Alors, je suis vraiment très content des observations faites par Madame Andrea Beaumont et Michel Diop pour leur expérience vécue. Et donc, c'est ça qui réconforte vraiment les recherches théoriques, parce que nos recherches sont théoriques, donc il faudrait vraiment des pratiques pour qu'on puisse vraiment valider nos recherches. Donc, c'est ça l'importance. Et donc, je suis vraiment content que l'observation pratique aligne vraiment sur les résultats théoriques. Et donc, par rapport à la promotion de l'inclusion financière, je pense que dans tous les pays, les efforts sont en train d'être faits. Il y a par exemple dans l'UEMOA, je ne sais pas si c'est le cas au niveau de la CEMAC, par exemple dans l'UEMOA, la PCAO, en collaboration avec la Banque mondiale, ont initié un programme d'éducation financière pour que cette formation soit intégrée directement dans le curriculum de formation des jeunes. Donc déjà, au CP1, par exemple en Afrique, vous pouvez faire le cours primaire, le lycée, sans même entendre le mot inclusion financière, sans vous apprendre l'importance de l'inclusion financière. Et donc, ils ont commencé à rectifier le tir. Donc, ils ont initié un programme d'éducation financière qui serait introduit, n'est-ce pas, dans le curriculum. Donc, désormais, ça serait carrément un cours à part entière à donner au cours primaire, par exemple ou soit au lycée. Et donc, au Togo, par exemple, cette semaine, ils ont eu affaire à lancer cette initiative-là, ce programme-là, financé par la Banque mondiale et la BCAO. Et donc, je pense qu'à l'allure, si toutes les zones adoptaient cette stratégie, on va résoudre ce problème-là d'exclusion financière. Et donc, le reste, les autres recommandations ont été faites par le professeur, Madame Andrea Beaumont et Michel Diop. Et donc, nous restons toujours ouverts pour un commentaire. Et puis, l'objectif ici, c'est d'arriver à un taux d'inclusion financière de 100%, qui est l'un des objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l'ODD 7, qui est d'avoir, pour que tout le monde puisse avoir accès aux services financiers et donc, au finish, réduire la pauvreté. Donc, c'est ce que je peux augmenter pour le moment. Merci beaucoup pour vos apports. Ça témoigne vraiment votre importance ou bien votre intérêt par rapport à cette thématique-là. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Hachi. Avant de passer à notre deuxième série de questions, je voulais aussi contribuer à un exemple dans le secteur bancaire sur une autre région. En Amérique latine, la banque BBVA, sa fondation a investi dans 4 institutions de microfinance et donc qui sont spécialisées dans le prêt, notamment aux femmes les plus isolées qui n'ont absolument aucun accès, qui souvent n'ont pas même de documents d'identité. Ils utilisent parfois des reconnaissances biométriques, de l'iris, donc des innovations aussi sur comment une banque peut utiliser son bras philanthropique pour améliorer l'inclusion financière et aller toucher les femmes les populations les plus exclues et les moins à même d'être dans un quelconque système financier. Donc, je vais, sans plus attendre, me retourner vers Jason et te demander, au regard de ton expertise, est-ce que tu voudrais rajouter quelques facteurs clés qui pourraient être pris en compte
pour renforcer l'inclusion financière des jeunes en Afrique? On a déjà fait un certain nombre de recommandations. Est-ce que tu voudrais en proposer d'autres qui complémenteraient un petit peu le panorama qu'on est en train de dresser? La parole est à toi. Merci beaucoup, Bathilde. Alors, je vais revenir, vous avez soulevé mon champ d'expertise. Donc, mon champ d'expertise, c'est la migration, l'émigration. Donc, j'aimerais revenir sur ce cas de figure des transferts de fonds, dont on a fait plusieurs études dans le passé sur le lien étroit entre les transferts de fonds, l'inclusion financière et le développement. Donc, c'était une analyse qu'on a fait qui se repose sur une étude de 20 000 ménages dans 10 pays, dont le Maroc, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et on est revenu au constat suivant. Le premier, c'est que, évidemment, un environnement financier défavorable limite l'investissement et l'épargne. Donc, ça, c'était le point de départ. Donc, un environnement d'investissement défavorable, il réduit la capacité des ménages à utiliser les transferts de fonds de manière productive et à épargner. L'inclusion financière favorise le recours aux canaux formels pour les transferts de fonds et le manque de formation financière empêche l'orientation efficace des transferts de fonds des migrants vers des investissements productifs. Deuxième constat, l'exclusion financière. Il y a des obstacles d'offres et de demande. Donc, les obstacles du côté de l'offre sont qu'on a retrouvé avec notre échantillonnage, encore une fois, que les coûts étaient trop élevés des services financiers, que les conditions d'accès étaient trop strictes, qui empêchent les ménages les plus pauvres d'accéder aux services financiers. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, et je crois que ça complémente beaucoup ce que M. Hachi avait présenté, on a retrouvé que 90% des ménages dont on a posé les questions, qui étaient sans compte bancaire, nous ont indiqué que c'était trop cher. Donc, les obstacles du côté de la demande, il y a les barrières linguistiques, il y a évidemment, on l'a déjà rappelé tout à l'heure, le faible niveau de littératie financière, il y a le manque de confiance dans les institutions financières, et ça, c'est par rapport aux études aussi auparavant. Et dans certains pays, les ménages indiquent ne pas avoir de compte bancaire pour deux raisons principales. La première, ils estiment ne pas en avoir besoin. Donc, il y a cette question de démontrer que c'est important pour eux et pour leur sécurité financière et pour leur propre bien-être. Mais dans un deuxième point aussi, ils ne peuvent pas en ouvrir à cause des coûts et des conditions. Donc, troisième constat, l'accès au secteur financier stimule les transferts de fonds formels. Donc, l'accès aux services financiers facilite et accroît les transferts de fonds, en particulier par les canaux formels. Et les transferts réalisés via des banques ou d'autres institutions financières favorisent également l'épargne. Donc, l'épargne et l'investissement augmentent quand on canalise les transferts de fonds par des canaux formels. Il y a une corrélation entre bancarisation et le volume des transferts reçus. Par exemple, ce n'est pas en Afrique, mais on a trouvé qu'au Cambodge, les transferts de fonds qui étaient bancarisés étaient de 3 800 dollars US par année par rapport à 1 800 dollars US quand les ménages étaient non bancarisés. Et très semblablement, aux Philippines, 4 600 quand les ménages étaient bancarisés versus 2 600 quand ils ne l'étaient pas. Donc, dans la plupart des pays étudiés, avoir un compte bancaire a réduit aussi la probabilité d'utiliser les canaux informels pour recevoir des transferts de fonds. En Côte d'Ivoire et en Haïti, pour revenir plus à nos pays cibles, l'accès à un compte bancaire est positivement corrélé à la réception de montants plus élevés, surtout en zone rurale, ce qui est très intéressant par rapport au constat que nous a partagé M. Hachi. Et juste un autre cas comparatif, en Géorgie, la différence est minime quand la plupart des ménages sont déjà bancarisés. Donc, quand on voit que tout le monde est bancarisé, on ne voit plus cette différence. Dernier constat, la formation financière est un levier hyper important pour l'utilisation productive des transferts de fonds. Donc, pour utiliser les transferts de fonds de manière productive,
il est essentiel que les ménages connaissent les produits d'investissement et les opportunités d'épargne. Dans les communautés recevant d'importants transferts en volume, la formation peut avoir des effets multiplicateurs sur l'investissement. La gestion d'une entreprise nécessite des compétences en gestion financière et commerciale, et donc les programmes de formation financière améliorent la littératie financière et encouragent l'épargne. Donc, peu d'études empiriques, à part celles dont j'ai mentionnées, existent, mais celles qui existent suggèrent que la formation favorise l'affectation des transferts de fonds à des investissements productifs. Donc, je vais m'arrêter là puisqu'on est très court sur le temps, mais si j'étais pour ajouter une deuxième partie à ma question, ça aurait été sur l'utilisation et l'ouverture et l'inclusion financière des immigrés en Afrique, qui sont un autre groupe marginalisé parmi les groupes dont on a déjà mentionné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu pressé par le temps, donc je vais demander à tout le monde d'être bref pour qu'on puisse quand même prendre quelques questions. Et donc, merci, Jason. Je pense que c'est très important de revenir sur les transferts de fonds. On est sur l'année de la conférence sur le financement, la 4e des Nations Unies, et ça fait partie du financement du développement. Donc, effectivement, c'est extrêmement important de s'y pencher, de voir le lien avec l'inclusion financière. Alors, Michel Diop, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'amélioration de l'accès aux services financiers pour les femmes? Parce que vous en avez déjà parlé. Quelles mesures spécifiques, comment est-ce qu'on adapte parce que les femmes ont une réalité économique différente de celle des hommes? La parole est à vous. Tout à fait, merci beaucoup. Et je voudrais revenir sur un point qui est hyper important et qui a été mentionné, c'est celui de l'éducation financière. Et donc, pour les femmes, c'est principalement la première chose qui est faite pour qu'elles puissent avoir les informations. En fait, il s'agit de pouvoir leur donner toutes les informations dont elles ont besoin pour pouvoir développer les connaissances, développer leurs compétences et avoir cette détermination pour aller prendre des décisions financières éclairées. Donc, c'est pour ça que dans les programmes que nous mettons en œuvre généralement, donc il y a tout un volet d'éducation financière, pas seulement pour les femmes, pour toutes les cibles, mais pour parler de ce cas précis, pour pouvoir leur donner la possibilité de connaître ces options qui sont là et qui pourraient leur permettre de se renforcer. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que généralement, c'est des programmes qui sont adaptés en fonction des types de femmes, si c'est des femmes entrepreneurs, si c'est des femmes au foyer, etc. Donc, ce sont des programmes qui sont mis en place en général avec des partenaires non financiers qui sont sur le terrain, donc qui connaissent les réalités, qui adaptent les formules de sensibilisation, d'information ou de formation au profil, c'est-à-dire par exemple pour certaines femmes qui sont plus des femmes au foyer, les formations se feront dans l'après-midi parce que le matin, elles sont dans les tâches de préparation, de s'occuper de la maison, etc. Pour les femmes entrepreneurs, ça sera à un autre moment. Les durées des formations et des séances sont adaptées également au type à elles. Et ce qui se passe aussi généralement, c'est que dans nos programmes, on essaie de mettre en place une éducation financière qui va aller également vers les hommes. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, les hommes sont souvent les détenteurs de la décision pour les femmes. Donc, on fait également des programmes parfois de leadership pour les femmes, pour leur donner cette capacité à aspirer et à pouvoir mener des activités entrepreneuriales par elles-mêmes. Et ensuite, ces mêmes cours de leadership sont donnés de façon séparée à des hommes pour qu'ils puissent encourager leurs femmes à elles aussi se développer, parce qu'on sait que généralement, quand les femmes génèrent des revenus, une grosse partie de ces revenus est réintégrée dans les ménages. Donc, il y a ça qui est fait de façon spécifique, mais DID travaille également beaucoup avec les institutions financières qui sont au cœur, en fait, de ce développement et de cette inclusion financière dont on parle.
Et pour ces institutions financières, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, elles n'ont pas de produits spécifiquement adaptés aux femmes. Donc, ce qu'on fait, c'est toute une démarche qu'on fait ensemble de pouvoir diagnostiquer leur offre de produits et de services, pouvoir les adapter à la cible des femmes pour répondre à leurs besoins spécifiques qu'elles pourraient avoir de financement, de revenus qui ne sont pas nécessairement réguliers, etc. Donc, pouvoir adapter, par exemple, les remboursements, ne pas en faire des remboursements mensuels, mais les faire selon les entrées de revenus qu'elles ont. Et donc, après, développer des produits spécifiquement aux femmes et les femmes ayant reçu l'éducation financière étant conscientes de la façon dont elles doivent emprunter, la façon dont elles doivent rembourser des crédits, etc., elles auront des décisions de prendre des crédits qui seront plus réfléchis et qui seront plus optimales pour elles. Et donc, l'avantage au niveau des institutions financières, c'est que finalement, elles se rendent compte avec la pratique, parce que là, on le fait dans le cadre d'un projet. Donc, il y a un investissement qui est là et qui permet de faire ces tentatives. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout du compte, les institutions se rendent compte que les femmes qu'elles pensaient être plus à risque, parce qu'ils vous diront tous c'est une population à risque, finalement ne le sont pas tant que ça, parce qu'elles sont des bonnes payeuses, elles sont plus conscientes, elles ont de l'ambition de se développer, etc., etc. Donc, une fois que le projet se termine, ça se poursuit. Et donc, il y a cette durabilité qui est là et cette perception du risque qui était complètement erronée, qui permet donc finalement à la femme de bénéficier à l'accès aux services. Et par rapport à ce que M. Hachi disait, l'éducation aujourd'hui, c'est primordial, c'est essentiel. Et donc, DID est partie intégrante de ce module de formation qui est d'éducation financière qui est en train d'être déroulé. Et la cible va jusqu'à la cible primaire, c'est-à-dire on veut commencer dès le primaire à donner aux jeunes, aux enfants des notions d'éducation financière. Donc là, il y a la cible jeune, il y a la cible étudiante, il y a la cible des PME, PMI, il y a la cible des adultes déscolarisés et des populations rurales. Donc tout ça pour dire que, en fait, c'est tout un écosystème qui a besoin d'avoir cette information sur l'utilité des produits financiers, sur l'importance de pouvoir bénéficier de prêts, l'importance de pouvoir investir pour pouvoir se développer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'avenir le développement tout simplement. Et là où je suis désolée, oui, je suis obligée parce qu'on est très pressé. Merci infiniment. On retient évidemment le fort rôle de l'éducation financière, votre travail avec les institutions financières et la façon aussi dont vous allez aborder des différentes populations. Vous avez dit population à risque et en disant qu'ils n'étaient pas à risque. Moi, je pense que ce qui est à risque, c'est effectivement de les laisser en dehors de l'inclusion financière, puisque ces femmes, voilà, elles ont été mises dans cette case à risque alors qu'elles ne représentent absolument pas un risque, mais une opportunité. Et donc, ça va me permettre de retourner de nouveau vers le professeur Sen. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, mais dans la limite du temps qui nous est imparti, qu'est-ce que, de manière concrète, au Sénégal, vous allez pouvoir déployer en faveur de l'inclusion financière plus large et plus efficace? La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour répondre à cette question, je vais rebondir sur ce que Mme Diop vient de dire. L'importance quand même de bien connaître l'écosystème déjà, voilà, qui sont les acteurs qui sont concernés, voilà, par l'inclusion financière, en partant de l'État, de la Banque centrale, des banques qui ont un rôle important à jouer. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée en 2020 par Léon et Zins. Donc, c'est un papier qui a été publié dans la revue Economic Modeling, où ces deux auteurs ont essayé de montrer comment les banques régionales panafricaines ont vraiment contribué à l'essor de l'inclusion financière.
là, au niveau du continent africain. Donc, ce sont des acteurs très, très importants aussi à prendre en compte au niveau de l'écosystème. Bon, on est revenu quand même sur les femmes, les jeunes. Les institutions de microfinance, oui, elles jouent un rôle très important, mais comme vous le savez, le taux d'usure au niveau des établissements financiers et au niveau des institutions de microcrédit dans l'UMOA est de 24% pour ces entités-là et 15% pour les banques. Donc, tout à l'heure, Jason est revenu quand même sur la question du coût du crédit, tout ça. À mon avis, il y a des réflexions à mener aussi pour voir comment permettre donc à la population vulnérable, généralement, de pouvoir accéder au crédit. Donc, en faisant face donc, à ces taux quand même assez importants, l'État peut mettre en place donc certains dispositifs d'accompagnement, voilà, pour permettre donc à ces personnes-là de pouvoir accéder. Les étudiants aujourd'hui qui sortent des universités, qui parfois aussi peuvent être vulnérables, peuvent avoir des projets donc d'entrepreneuriat et donc accompagnés aussi donc par l'État, compte tenu quand même du fait que le coût du capital semble quand même donc assez élevé. À mon avis, il est important, voilà, qu'on décline bien, voilà, l'écosystème. Donc, à partir de cette déclinaison donc, de l'écosystème, donc, on peut voir maintenant derrière quelles sont les politiques donc, d'accompagnement pour permettre donc, à nos pays d'atteindre des taux d'inclusion financière assez importants, au regard quand même de ce qui est décliné au niveau de la stratégie nationale d'inclusion financière et de la stratégie, voilà, régionale d'inclusion financière. Il me semble même que la Banque centrale est en train de travailler sur une nouvelle stratégie régionale d'inclusion financière. Donc, il y a beaucoup d'acteurs quand même qui gravitent autour de cet écosystème-là. Si vous prenez le cas de l'UMOA, on connaît le mieux. Donc, on a, parallèlement aux institutions de microfinance, aux banques que j'ai citées donc tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle aussi les intermédiaires en opération de banque, vous avez les fintechs qui sont là. Mais dans tout ça, quand même, ce qui est quand même le plus important aussi, c'est l'encadrement. Parce que si on n'encadre pas, il peut y avoir quand même, voilà, il peut y avoir des problèmes. Il est important d'encadrer, mais aussi de bien protéger celui qui consomme, voilà, les services financiers. Tout à l'heure, dans le chat, j'ai vu une question qui a été posée sur les crypto-monnaies. Bon, c'est vrai que pour le moment, on n'en est pas là, mais aujourd'hui, on sait que chez nous, il y a eu des abus par rapport aux crypto-monnaies, tout ça. Des gens qui étaient là, qui voulaient épargner, qui finalement ont perdu énormément d'argent. Donc, il faudra vraiment encadrer ça, la question de la réglementation, la question de la supervision. Voilà un peu ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit par les. Merci. Merci infiniment. Donc, on retient aussi qu'on a bien vu se dessiner la multitude et la multidimensionnalité de cet écosystème. Et je vous remercie de l'avoir souligné de nouveau. Et enfin, le rôle évidemment du gouvernement, qui ne se limite pas à cela, mais d'encadrer et de protéger les consommateurs. Et je vais me tourner vers Andrea Bomo. Vous avez autour de la table le côté politique, les chercheurs, vous n'avez pas tous les acteurs de l'écosystème, mais si vous aviez 2 recommandations à leur égard pour encourager l'inclusion financière, notamment des jeunes et des femmes sur le continent africain, quelles seraient-ils? La parole est à vous. Merci Bathilde. Je pense que l'éducation est fondamentale et elle doit commencer très tôt. Elle doit commencer à l'école. L'éducation financière, de manière générale, doit être enseignée dans les écoles, dès le collège, parce que ça peut déterminer en fait l'avenir financier de beaucoup de personnes. Et d'avoir ces fondations, ça permet généralement à la prochaine génération, donc les jeunes qui représentent quand même un gros pourcentage de la population en Afrique, d'être déjà équipés. De toute façon, ces jeunes sont déjà équipés en technologie, sont déjà tournés vers le monde. Et donc, ce qui leur manque fondamentalement, c'est d'avoir des fondations sur l'éducation financière qui va aussi contribuer à l'autonomisation des femmes, au développement des femmes, qui reste quand même un moteur de croissance fondamentale en Afrique. Donc, je me sens aussi concernée par le sujet, étant une femme entrepreneur originaire née au Cameroun. Donc, je sais que ce volet éducation peut faire une différence dans l'avenir économique des femmes, des familles et des jeunes. Merci.
Merci beaucoup. C'était clair, précis et concis, absolument parfait. Je vais maintenant me tourner, avant de prendre une question du public, et vous demanderai quelques minutes de patience, de bonus et d'inclusion dans vos vies chargées. Je voudrais me tourner vers Monsieur Abodjian Prince, qui a pour quelques remarques aussi de conclusion ou quelques recommandations selon, parce que voilà, vous avez été très patient avec nous et on aimerait bien vous entendre aussi sur ce sujet. Non, moi, je pense que je vais laisser la parole aux conférenciers aujourd'hui, puisque ce sont nos stars de la journée. Sinon, si je devais faire une petite proposition pour contribuer à la discussion, je pense que comme nous avons le professeur Sen qui a une double casquette, homme politique et puis chercheur, je pense qu'il serait peut-être intéressant, je pense à ça comme ça, de créer dans nos différents pays une banque populaire avec un accès universel, ce qui permettrait d'avoir d'avoir un accès universel à un compte bancaire. Ça permettrait d'avoir un bon départ là, dans la vie. Donc, c'est seulement ce que je voulais dire, sinon de remercier l'ensemble des participants. Vraiment, je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Je remercie l'OCDE pour avoir accepté de collaborer avec nous sur ce panel. Et je vais laisser Madame Missika continuer de gérer le panel d'une main de maîtresse, comme elle le fait depuis le début, et m'éclipser pour continuer à vous écouter. Merci beaucoup. Je dois saluer parce que j'anime beaucoup de discussions et je dois dire que c'est très rare qu'un homme renonce à son temps de parole. C'est plus commun chez les femmes. C'est une bonne démonstration de masculinité positive. Et donc, vous avez vu, il y a eu beaucoup de questions. Certaines ont été abordées ou pas. Moi, je voudrais demander en 1 minute pour chaque panéliste si vous voulez qu'on retienne 2 points, c'est-à-dire les 2 approches qui vous paraissent absolument fondamentales à retenir, ou ma question bonus, c'est de dire si vous aviez une baguette magique et vous pouviez faire une intervention. Alors, c'est très dur, c'est même un peu méchant de vous demander ça parce que sur quelque chose d'aussi complexe et multidimensionnel, même une baguette magique ne pourrait peut-être pas faire l'affaire. Mais voilà, libre à vous de répondre. Et donc, je vais commencer cette fois par vous, Andrea, si vous vouliez. Donc, soit vos 2 points à retenir ou bien la baguette magique. Alors, les 2 points à retenir pour moi seraient de mettre l'emphase sur le mobile money, véritablement, qui est adapté aux réalités locales, qui est déjà dans les habitudes. Donc, pourquoi ne pas s'appuyer dessus, le développer et en faire un véritable moyen, un pilier en fait pour l'inclusion financière des jeunes. Et puis, la deuxième chose, pour moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est véritablement l'éducation de la femme, l'éducation des jeunes pour pouvoir aller de l'avant. Parfait. Donc, un point peut-être vers le secteur, la fintech et le secteur bancaire, et un autre point qui s'adresse plus au gouvernement. Il faut absolument intégrer ça dans les cursus. Je vous remercie. Professeur Sen, quels seraient vos 2 mots de conclusion et d'emphase, ou bien votre baguette magique? Bon, donc par rapport à des propositions, moi je dirais plutôt, je vais sauter sur ce que notre collègue vient de dire, la problématique donc, de tout ce qui est mobile money, c'est très important. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, je prends l'exemple de la balance des paiements du Sénégal avec les transferts de migrants, ça a été abordé par Jason et d'autres panélistes. 77% des transferts de migrants des Sénégalais, en réalité, ça va vers la consommation. 0,3% vers l'épargne, 20% vers les IDE. Donc, c'est extrêmement faible. À mon avis, il faut réorienter et ça, l'éducation financière peut jouer un rôle très, très important là, pour aider vraiment à une réorientation. Et quand vous regardez ces transferts de migrants, aujourd'hui, plus de 60%, ça passe par mobilement. Au Sénégal, on nous parle voilà, des supports qui sont là. Je ne veux pas les citer, voilà, ne pas faire de la publicité. En tout cas,
Donc, on voit qu'on tend vers vraiment la digitalisation des paiements, etc., des choses comme ça, et que ces mécanismes de transfert sont vraiment en train de concurrencer ce qu'on avait l'habitude de voir, donc en termes de transfert à l'échelle internationale, d'où l'importance donc vraiment de tout ce qui est mobile money. Je suis tout à fait d'accord donc avec elle. Mais je vais insister aussi, c'est vrai, on nous parle de mobile money, tout ça là, on nous parle de digitalisation, tout ça, on a les fintechs qui sont là, mais il faut renforcer la réglementation et protéger les consommateurs. Parce que je vous ai cité tout à l'heure le cas de certains épargnants qui avaient investi sur des crypto-monnaies ici au Sénégal et qui ont perdu énormément d'argent. Donc vraiment, il faut encadrer le secteur, voilà, bien superviser et protéger le consommateur. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci, c'était extrêmement clair, en plus parfaitement complémentaire. Je dois vous dire que ce n'était pas chorégraphié. Et donc, voilà, j'en suis extrêmement contente. Je vais me tourner vers Michel Diop pour vos mots. Maintenant, vous êtes obligé d'être complémentaires pour qu'on ait une tapisserie parfaitement cohérente. Mais vous pouvez aussi utiliser la baguette magique, hein. Je trouve qu'elle n'est pas très utilisée. Je ne suis pas sûre que je continuerai dans le même sens, mais en tout cas, bon, moi, ce que je retiendrai, c'est que vraiment les institutions financières, et quand je parle d'institutions financières, je mets aussi les institutions de mobile money, doivent être essentielles dans l'autonomisation financière, dans le process. Donc, ils doivent être éduqués, mettre des produits adaptés, etc., pour répondre aux besoins finalement de ces populations marginalisées. Et en plus, ils ont la capacité de mener un effet levier extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils permettent donc de faire des crédits, de faire des prêts, etc., à des gens qui en ont besoin et donc de générer du développement. Et donc, ça, c'est essentiel et ça fait un partenariat public-privé qui fait que les fonds sont démultipliés et que ça bénéficie à toute la population. Et le deuxième point, donc, c'est par rapport à l'orientation des actions d'autonomisation grâce à l'inclusion financière. Aujourd'hui, on a la capacité d'influer sur plein d'ODD, hein, des objectifs du développement durable. On a parlé de la santé, on a parlé du changement climatique et de ses répercussions, on a parlé des jeunes qui veulent se développer, aller dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut que ces actions soient vraiment ciblées sur ces problématiques qui aujourd'hui sont très importantes pour pouvoir avoir un impact et également donc contribuer aux objectifs globaux de développement. Merci infiniment, Michel Diop. Donc, on a quand même toujours une bonne cohérence de mobile money, mais ensuite sur des approches différenciées, encadrées par l'État avec une protection des consommateurs et sur les femmes, les rencontrer là où elles sont, comme on dit en anglais, et de s'adapter. Et alors, Jason, tu as la dure responsabilité de venir t'insérer dans cette mosaïque. Quels sont tes final words of wisdom? Excusez-moi de l'anglicisme, mais je ne sais pas si on a mieux en français. Je ne sais pas. J'ai pas de baguette magique, mais j'espère être complémentaire à ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, mes deux points. La première, c'est très complémentaire. Moi, je mettrai l'accent sur, et c'est pour répondre aussi à la question qui avait été posée dans le Q&A, comment est-ce qu'on évite d'exacerber les inégalités? Pour moi, ça revient toujours à l'éducation financière et l'éducation numérique. Donc, et l'intégration de tout ça dans un curriculum d'école du secteur formel jusqu'à les initiatives communautaires des ONG. C'est-à-dire vraiment, c'est pas juste donner l'inclusion financière, c'est pas juste donner accès aux services financiers, c'est aussi donner les outils pour bien faire des décisions et bien les utiliser et bien mener les démarches qui sont nécessaires. Donc, la deuxième, c'est revenir un peu sur ce que j'avais un peu mis l'accent tout à l'heure, c'est l'Afrique est jeune, en croissance énorme, de plus en plus instruite. Les migrations ne vont pas baisser, elles vont continuer à augmenter. Donc, on va se retrouver avec beaucoup de mobilité sur le continent, à l'extérieur du continent, des liens financiers qui doivent être tissés encore plus fortement. Et tout ça, ça revient à des retombées économiques et des effets multiplicateurs qui vont se renforcer seulement
si on donne accès à des outils d'inclusion financière aux gens qui reçoivent ces transferts de fonds. Et je souligne, juste pour faire le lien aussi avec le genre, qu'il y a les receveurs de transferts de fonds sont souvent des femmes qui se retrouvent en situation où ils sont pas 100% autonomes dans les décisions financières. Donc, frapper tous ces clous avec les marteaux est la seule façon vraiment d'avancer sur l'inclusion financière et d'exploiter un peu ce potentiel financier qui est les transferts de fonds. Merci beaucoup, Bathilde. Merci Jason. Donc tu as rajouté voilà, les transferts de fonds des migrants qui sont une pièce extrêmement importante du puzzle, qui va jouer aussi un rôle, et comme on l'a dit, dans le financement pour le développement, qui va être au centre de l'attention à la fin de l'année. Alors, il ne me reste plus, avant de céder la parole pour les derniers mots de la fin à Monsieur Abodjian-Prince, de vous remercier, de remercier aussi évidemment tous les participants qui ont tenu courageusement quelques minutes au-delà de la clôture, et on a gardé la majorité des troupes, et je m'en réjouis. Le mot de la fin, c'est que ce n'est pas fini. Voilà, ce n'est que le début de ces rencontres, mais je vous passe la parole, Monsieur Abodjian-Prince, pour nous en dire plus sur les 2 autres épisodes qui nous restent. Alors, merci beaucoup, Bathilde. Ce fut très intéressant comme échange. Nous avons voulu initier ces rencontres parce que ce n'est pas toujours évident de déposer sur un site Internet des travaux et on ne sait jamais qui lit pas. Donc, ce genre d'activité permet à un public un peu plus élargi d'avoir accès à des données que nous produisons. Donc, l'Observatoire est là pour pouvoir produire et animer la discussion dans la francophonie économique. Et je me réjouis de cette collaboration que nous avons pu établir avec l'OCDE et qui nous permet de renforcer nos capacités nous-mêmes à l'Observatoire et puis de s'influencer mutuellement dans nos réflexions, puis, in fine, de pouvoir impacter ceux et celles qui nous écoutent. Donc, je suis très heureux de ce premier rendez-vous. Et ce n'est que le début d'une série, comme je l'avais annoncé au début. Et je voudrais vraiment, très sincèrement, remercier chacune et chacun de vous, Andrea, Jason, Babacar, Michel, et notre jeune expert, on l'appelle, nous, à l'Observatoire, on parle de jeune expert. Il n'est pas si jeune que ça. En tout cas, il est beaucoup plus brillant que jeune. Il est plus brillant que jeune. Donc, j'ai été très, très fier de la qualité de sa présentation. Et je pense que vos commentaires, la corrélation entre les travaux que nous faisons et puis l'expérience sur le terrain démontrent de la qualité, du brio de l'équipe qui travaille avec nous à l'Observatoire pour produire ces travaux-là. Et donc, je suis heureux surtout, j'ai été particulièrement sensible aux commentaires du professeur Sen. C'est un réflexe de prof. Je suis moi-même prof, comme vous savez. Et donc, on a toujours cette tendance à vouloir faire de la critique constructive et j'ai beaucoup aimé ça. Nous allons intégrer les commentaires que vous avez faits pour la prochaine parution. Donc, suivez nos activités, suivez le site de l'Observatoire. Nous allons annoncer très rapidement la deuxième thématique de ce webinaire et nous serons très heureux de vous recevoir. J'ai vu qu'aujourd'hui, nous avons eu une participation qui n'est pas négligeable. On espère que cette participation ira encore plus grandissante. Et merci, un merci particulier à notre présidente de panel qui a été extrêmement efficace et brillantissime dans la synthèse, dans les passerelles à faire entre les commentaires des uns et des autres. Et je voudrais également ne pas oublier mon équipe qui travaille pour que ce panel puisse, ce webinaire puisse se tenir. Je les remercie, Marie-Hélène, Dia, qui sont quelque part cachés, et puis notre technicien de l'Université de Montréal qui est avec nous aujourd'hui. Alors, merci à toutes et à tous et on espère vous revoir très bientôt pour notre prochain webinaire. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, allez, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci Hervé. Merci. Bye bye.